Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 7 juin. Dans cette édition, on pense déjà aux élections sénatoriales en septembre. La liste de la gauche se dessine, les détails dans un instant. Découvrez également ce projet de passerelle entre l'île du Saulcy et le banc Saint-Martin à hauteur de 7 millions d'euros qui pourra être utilisé dès l'automne 2025. Et puis nous lèverons les yeux pour tenter d'apercevoir des oiseaux de moins en moins nombreux. Vous verrez que plusieurs méthodes de préservation sont utilisées. Gardons un œil sur le ciel pour parler météo. Ce jeudi matin sera marqué par quelques nuages et éclaircies, avec 12 degrés au réveil. L'après-midi, des averses seront possibles avec 28 degrés au meilleur de la journée. À mes côtés ce soir, Maurice Loche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-créateur de l'association Marie et Mathias, père de Marie, victime des attentats du Bataclan du 13 novembre 2015. Depuis, votre association leur rend hommage à travers différents événements, mais pas que, on le verra un petit peu plus tard. Le prochain événement en date, ça sera ce dimanche 11 juin pour la 5e édition de la Marche Bleue sur 8 et 16 km. On va revenir rapidement avec vous pour en parler, le temps de développer les titres. Vous l'avez vu dans les titres, en politique ça bouge déjà pour les élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Dans chaque département, un collège de grands électeurs formé par des élus devra élire au suffrage universel indirect les prochains sénateurs pour 6 ans. Dans les partis de gauche, une liste commune est en négociation. Parti communiste, Parti socialiste et les Verts tentent de s'unir. Décryptage avec Jonathan Vaucher. En Moselle, la place de Jean-Marc Todeschini est à pourvoir et le PS appelle à l'union. Investi par les socialistes, le conseiller régional Michael Weber sera tête de liste à gauche. En coulisses, les négociations continuent. Il y a deux questions. Il y a effectivement la question qui est celle des partenaires comme le Parti communiste, effectivement les écologistes et d'autres partis. Vous avez cité Génération et d'autres qui effectivement eux aussi souhaitent discuter avec nous de ce rassemblement. Mais je rappelle aussi qu'il y a une question territoriale. Il faut aussi que cette représentation représente le territoire mosellan. Toute cette composition, cette alchimie, elle est compliquée parce que finalement il n'y a que j'allais dire 7 places sur cette liste. Avec Génération, le PC ou encore les Verts, c'est le casse-tête qui se présente. À la 2e place, on pourrait retrouver la communiste conseillère de l'opposition à Metz, Danielle Bory. L'ancien sénateur Patrick Abat est un poids lourd qui veut se faire entendre. Les communistes de Moselle ont leur liste à la disposition d'un rassemblement des forces de gauche. Oui, effectivement, on peut imaginer que les communistes en 2e position sont à leur place dans un rassemblement de gauche. Ce que je sais, c'est que les élus communistes et républicains en Moselle ont un tissu dans le territoire ancré, ont une histoire et aussi donc un avenir. Il n'y a pas d'efficacité si cette représentation n'est pas juste et n'est pas conforme à la réalité. Sur la liste écolo, Eliane Romani était aussi évoquée à la 2e place, mais les Verts se veulent conciliants. Nous estimons qu'il faut prendre en compte les équilibres locaux, les équilibres régionaux. On a différents candidats, différentes personnalités qui peuvent fédérer autour d'elle. Je pense bien entendu à Eliane Romani, présidente du groupe Les Écologistes au Conseil régional du Grand Est. Je pense à quelqu'un aussi, un militant écologiste et élu local comme Pascal Landragin. Les écologistes ne sont pas forcément, effectivement, les chefs de file et les têtes de liste d'une liste d'union de la gauche. Sans accord, d'autres listes des partis de la coalition NUPES pourraient émerger. Dans les rangs du PS, on craint de perdre la seule place de gauche au profit du RN en cas de désunion. Prochaine échéance, le 9 juin, avec la nomination de la plupart des grands électeurs. Annoncée en conférence de presse par l'Eurométropole de Metz, une passerelle verra bien le jour entre l'île du Saulcy et le banc Saint-Martin. Son nom, passerelle Vadrino, en référence à la digue du même nom, qui mesurera 220 mètres. C'est un investissement de 7 millions d'euros et l'Eurométropole espère la mettre en service d'ici l'automne 2025. Explication de Bernard Staude au micro de Lucie Philippot. On a un trafic important entre le banc Saint-Martin et la ville de Metz. Et donc, comme on a maintenant
beaucoup de piétons et beaucoup de cyclistes qui viennent du Banc Saint-Martin vers le centre-ville. On a eu l'idée de faire une passerelle de 220 mètres de long qui va permettre aux cyclistes et aux piétons d'aller de la ville à Banc Saint-Martin en direct. Et en ayant le privilège de passer par l'île du Saulcy, qui est un endroit merveilleux de la ville de Metz. Et puis le compte à rebours est lancé J-15 avant le festival Constellation qui réunit toujours autant de monde à Metz. Depuis 7 éditions, l'an passé, 1 million de visiteurs avaient répondu présents sur les différents événements. La ville remet donc le couvert dès ce 22 juin. Les détails avec Colline l'expert. Cette année, Constellation sera placée sous le thème de l'hybridation et du biomimétisme. Dès le 22 juin, le festival va s'emparer du centre-ville de Metz dans 26 lieux différents, avec 2 parcours, notamment le parcours diurne, qui proposera aux visiteurs de se balader près des cours d'eau, donc de la porte des Allemands jusqu'au plan d'eau pour découvrir des expositions, des fresques, mais aussi le jardin éphémère, place de la Comédie. Les jardiniers de la ville s'activent d'ailleurs pour que ce décor végétal arbre-monde puisse accueillir les festivaliers dans les prochains jours. Ce parcours est accessible tous les jours, évidemment c'est gratuit. Et à la nuit tombée du jeudi au samedi, place au biomimétisme pour le parcours pierre numérique. Alors je suis avec Jérémy Bello qui est commissaire artistique de ce parcours. Bonjour Jérémy, tout d'abord pourquoi ce thème et comment s'empare-t-il de la ville de Metz ? Alors aujourd'hui on est sur une époque qui nous demande de réfléchir sur nos manières de construire, d'habiter. On peut trouver des solutions à cela dans la nature et le biomimétisme c'est une manière d'analyser, de reproduire des phénomènes naturels. Cette année j'ai demandé aux artistes de s'emparer de cette thématique pour proposer des œuvres art numérique sur le parcours pierre numérique. Donc il y aura pas mal d'œuvres numériques, notamment des installations laser à la Cour d'Or, un ballet lumineux sur la Moselle et bien d'autres œuvres encore. Mais il y a aussi l'incontournable mapping sur la cathédrale, donc qui a réuni 320 000 visiteurs l'année dernière. Alors à quoi peuvent s'attendre les visiteurs cette année justement à la cathédrale ? Alors cette année j'ai invité 2 collectifs, un artiste et un collectif pour conserver cette logique de 2 actes. Donc un mapping qui sera de nouveau en 2 actes avec le lauréat du concours mapping sur l'église Saint-Clément, Félix Franck, qui nous propose une approche autour des fractales. Et puis l'incontournable collectif Ouch qui vient d'Istanbul dans la mouvance autour des analyses de données. Donc ils ont travaillé sur l'analyse des données stellaires relatives à Metz et ils vont le traduire visuellement sur la cathédrale et la métamorphoser sur la base des données. Et c'est du jeudi au samedi, c'est accessible gratuitement. Merci pour ces précisions et on peut aussi ajouter que le festival est accessible en audio description pour les personnes malvoyantes. Vous l'aurez compris, Metz s'annonce lumineuse de jour comme de nuit avec le festival Constellation qui, je le rappelle, aura lieu du 22 juin au 2 septembre prochain. Et comme chaque mercredi, ouvrez la boîte à malice dès 19h sur Moselle TV. Cette semaine, Alicia Hublot vous fera découvrir la nouvelle exposition du château de Courcelles de Montigny-lès-Metz, mais aussi celle de la galerie Modulab à Metz. Au programme également, une bonne tranche de cinéma avec malheureusement la toute dernière édition du festival du film subversif à Metz qui aura lieu du 9 au 11 juin. Une trentaine de films sera projetés comme Virgin Suicide de Sofia Coppola que la présidente du festival rêvait de programmer. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde à la projection de Virgin Suicide. C'est pour ça que le festival se termine parce que je voulais projeter ce film, j'ai réussi et maintenant mission accomplie. Voilà, mais c'est un peu vrai parce qu'à la première édition du festival, je voulais faire quelque chose, je voulais qu'il y ait le groupe R qui participe. Ça va se produire puisqu'il y a Jean-Benoît Dinkel qui vient parler de la musique du film qui est bien sûr inoubliable et culte. C'est une copie restaurée, on l'a en avant-première, quasiment 2 mois avant la sortie en salle. Et c'est précieux, c'est le premier long métrage de Sofia Coppola qui a fait après, qui a une belle filmographie. Et donc c'est précieux ces premiers longs métrages parce qu'on voit les thématiques phares, les esthétiques phares et c'était très réussi pour le coup. Un entretien à retrouver en intégralité ce soir à 19h et sur notre site internet www.moselle.tv.
Culture toujours façon Dolce Vita. Ce mercredi a démarré la 2e édition du festival Bellissimes. Et on peut dire que l'inauguration était autant couleur et spectaculaire avec des jetés de drapeaux de la ville de Florence suivi d'une déambulation musicale. Du 7 au 11 juin, vous pourrez donc profiter de nombreuses animations et découvrir un village italien, place de la République. C'est une initiative de la ville de Metz qui souhaitait proposer un vrai rendez-vous pour mettre à l'honneur la culture italienne, comme nous l'explique ici le maire de Metz. Il y a tout de suite beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de personnalités, il y a eu aussi beaucoup de franco-italiens de Metz et de la région qui sont tout contents qu'il y ait une telle manifestation à Metz. Il n'y en avait pas beaucoup, à part le festival du film italien de Villerue. Bellissimes, c'est une manifestation franco-italienne. On était parti d'un marché de produits culinaires parce que la gastronomie italienne est extrêmement fine, raffinée. Et puis on lui donne une dimension culturelle et ça devient un gros événement franco-italien. L'histoire de Metz avec l'Italie est ancienne, c'était une grande ville romaine, Metz. On a encore énormément de vestiges. Ça a été les banquiers lombards de la République messine au Moyen-Âge qui ont laissé des traces dans notre architecture. Ça a été tous ces Italiens venus travailler dans nos industries. Ils ont apporté, au cours des siècles, les Italiens ont apporté leur force de travail, ont également apporté leur esprit entrepreneurial, mais également leur génie créatif. Et on continue avec ce constat pour le moins alarmant. 600 millions d'oiseaux auraient disparu en Europe en 40 ans. On en parle justement dans la rubrique environnement. Les oiseaux sont-ils toujours aussi nombreux? D'après une étude récente, en 40 ans, 600 millions d'oiseaux auraient disparu en Europe. C'est pourquoi agriculteurs, particuliers ou encore collectivités misent sur de nouvelles méthodes pour les préserver. Alors à défaut de les observer facilement, prenons le temps de les écouter. On les entend siffler et chanter, mais il est plus difficile de les apercevoir. En l'espace de 40 ans, 600 millions d'oiseaux ont disparu à travers l'Europe. Des chiffres à la baisse qui inquiètent les organisations de protection des oiseaux qui œuvrent au quotidien pour leur préservation. C'est le cas de Baptiste Luçon, spécialisé sur ces enjeux en Moselle. Sur notre territoire, ce qui a le plus tendance à disparaître, c'est les espèces, plutôt les petites espèces liées aux zones de campagne rurale, c'est-à-dire typiquement le moineau friqué, le verdier, le chardonneret. Le chardonneret, par exemple, qui a perdu en 20 ans environ 30% de ses effectifs. Des disparitions qui s'expliquent notamment par une agriculture intensive, l'usage de pesticides, mais aussi le retournement des prairies et le fauchage des haies. Des pratiques qui mettent en péril l'habitat naturel des oiseaux. Mais le phénomène tend à s'estomper grâce aux nouvelles gestions de l'environnement. Dans le monde agricole, il y a une conscience qui émerge pas mal, avec des replantations de haies en bord de chemin quand ça va bien, ou des plantations d'arbres isolés. À plus petite échelle, de nombreuses initiatives sont mises en place pour contribuer à la préservation des espèces, notamment menées par les collectivités, comme la création de nouveaux îlots de verdure, la tonte raisonnée, la sensibilisation au grand public et la pose de nichoirs. On a à la ville de Metz 252 nichoirs, alors principalement des mésanges, qui ont l'avantage en plus de manger les chenilles processionnaires. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les pigeons nécessitent eux aussi une attention bien particulière. Ils assurent la régulation de l'écosystème de la faune aviaire en évitant l'installation d'autres oiseaux nuisibles à certaines espèces. C'est normalement un oiseau qui vit dans les bois, mais maintenant il vient en ville. Mais néanmoins, ce qu'on veut, c'est faire accepter à l'habitant la présence du pigeon, mais surtout préserver les équilibres. En tant que particulier, vous pouvez à votre manière contribuer au maintien de cet équilibre, en posant des nichoirs directement dans votre jardin, en évitant de tailler vos haies lors des périodes de nidification, de la mi-mars à la mi-août, et en nourrissant ces volatiles de graines et d'eau exclusivement. Et en sport, on vous en parlait dans l'édition de ce mardi. Metz TT rencontrait le club d'Étival pour la finale aller du championnat Pro Adam. Et le club messin s'est imposé 3-2 face aux Vosgiennes. Non sans mal à certains moments, mais Maria Tailakova, Adina Diaconou ou encore Pauline Chasselan ont remis les pendules à l'heure, assurant ainsi la victoire. Mais pour décrocher leur 5e titre, les Mosellanes devront d'abord tenir leur promesse lors du match retour ce jeudi 8 juin au complexe Saint-Symphorien à Metz.
Et puis en football, le district mosellan a proposé cet après-midi, un après-midi justement sous le signe de l'échange dans le cadre de la Coupe de Moselle des établissements spécialisés. 600 participants porteurs de handicap se sont rassemblés au stade de Zavel à proximité du Saint-Symphorien. L'occasion pour eux de taper le ballon aux côtés de joueurs de clubs du district mosellan. Sur la pelouse, pour les images, Jérémy Faurobert et Mathéo Philippe. Le foot pour rassembler et surmonter le handicap. Ils étaient près de 600 à participer à la finale de la Coupe de Moselle des établissements spécialisés dans le handicap mental. Cette initiative, créée il y a 32 ans, a été portée par les dirigeants des clubs mosellans. Mais cette volonté, elle est née de quelques directeurs d'établissements spécialisés à une époque où le foot était très porteur et où on le pratiquait pour se faire plaisir. Avec l'intérêt que les dirigeants de l'époque du football mosellan et lorrain ont porté à cette activité, c'est très vite développé et beaucoup d'établissements ont adhéré. Parmi les nombreux dirigeants qui ont soutenu ce projet, le plus important est sûrement l'emblématique Carlo Molinari. Le FC Metz a toujours été partenaire et grâce à son réseau de clubs partenaires, 250 jeunes de la catégorie des moins de 8 ans ont pu participer à ce rassemblement. On voulait que ça soit une grande fête de mixité sociale, de respect, de tolérance. Je crois que nos jeunes vont ressortir avec plein de valeurs éducatives. Que nos garçons puissent arbitrer les différents matchs. Alors c'est vrai qu'ils peuvent arbitrer le tournoi à 8, ils peuvent arbitrer les matchs des établissements spécialisés. C'est vraiment une mixité qui est très intéressante pour nos enfants. Le moment fort de cette journée était évidemment la remise du trophée dans les travées de l'antre du FC Metz, le stade Saint-Symphorien. Pour les équipes présentes aujourd'hui, le but ultime se trouve à Paris en 2024 pour les Jeux paralympiques. Et en parlant de foot, Bernard Serin sera l'invité du Graouli Mag de ce jeudi, l'occasion de revenir sur la saison du FC Metz. Et on va passer à la suite avec notre invité. 8 à 16 km de parcours, de festivités, mais surtout 8 à 16 km pour rendre hommage. On en parle tout de suite. Maurice Lauche, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes donc le co-créateur de l'association Marie et Mathias, association qui se mobilise au quotidien pour rendre hommage donc à Marie et Mathias, victimes des attentats du Bataclan, à travers plusieurs événements, on l'a dit en introduction. Le prochain événement en date, c'est ce dimanche 11 juin où se tient la 5e édition de la Marche Bleue. Dites-nous en plus d'abord sur ce parcours proposé, entre 8 et 16 km, c'est bien ça ? Oui, c'est un parcours relativement sympathique, ombragé sur les rives de la Moselle. On va traverser Metz, on va passer par le mémorial Marie et Mathias, place Jeanne d'Arc, qui sera animé par une autre association, un bouquet pour la paix de Rachel, papa par exemple, et vous verrez qu'elle fait une belle déco sur ce mémorial. Et puis on va traverser notre belle ville de Metz par la capitainerie, plusieurs points relais pour vous emmener jusqu'à Ancy et avec un stop à Moulins-les-Metz où les familles pourront à ce moment-là rejoindre Ancy-Dorno avec les bus pour rejoindre la fête qui s'y passera l'après-midi. Le départ est donné à quelle heure et à quel endroit ? Alors, le rendez-vous est donné à tout le monde à Ancy-Dorno et c'est comme c'est un one-way, il n'y a un seul trajet, on vous ramène jusqu'au point de départ à Saint-Julien-les-Metz, au parc Marie-Mathias et les premiers départs commenceront à 7h30 jusqu'à 10h30 environ en fonction de l'affluence. Est-ce qu'il y a plusieurs temps forts qui sont proposés comme les autres années ? Oui, c'est quand même des choses importantes, ces temps forts. Déjà, la marche est un temps fort parce qu'elle est animée par plein de points relais, comme je disais, avec des jeunes, etc. Ça, c'est déjà un truc très sympa. Il y a le mémorial. Et puis, sur place, évidemment, si ce n'est la restauration, etc., on a aussi des animations autour de ce très très bel endroit qui est Ancy-Dorno, ce village très vert avec la halle qui a été construite avec des matériaux locaux, c'est une halle écologique propre aux valeurs de Marie et Mathias, et il y a le pump track qui a été dessiné par un jeune de l'association. Il y aura des animations sous la halle, sur le pump track et bien sûr un peu de musique puisqu'il y aura des bourses dans une musicale et il y aura un petit parcours musical de quelques-uns de nos invités, oui.
C'est donc un parcours familial, sportif, on l'a bien compris, mais aussi mémoriel. Est-ce que d'année en année, vous vous rendez compte d'une affluence plus importante ou en tout cas d'un soutien plus important ? Oui, et surtout une forme de reconnaissance de cette marche qu'on nous dit souriante, enthousiaste, dans le partage, avec une émotion. Comme on dit avec Jean-François, le président, les gens s'identifient à la Marche Bleue, ils sont acteurs, ils sont contents de participer. On leur montre aussi ce qu'on fait avec l'argent, parce que les recettes qu'on a sont entièrement redistribuées à des jeunes. Pour nous, c'est important et je pense que cette reconnaissance fait qu'aujourd'hui, on en est à la 5e édition. L'année dernière, on avait à peu près 500 personnes et ça n'arrête pas de grandir. Ouais. C'est plutôt sympa pour nous. Justement, les préinscriptions sont closes, c'était via le site internet, mais il sera encore possible de prendre sa place, si on peut dire ça comme ça, en tout cas son t-shirt, en allant directement sur place. Oui, bien sûr, ne désespérez pas, on a clôturé les inscriptions parce qu'on est dans la phase active d'organisation de la marche, avec toutes les préparations qui sont liées à ça. Donc on a clôturé ces préinscriptions, mais vous pouvez vous inscrire sur place à Rossi-Dorno. Il n'y a aucun problème pour ça. Toute notre équipe de bénévoles, parce qu'une association sans bénévoles, ça ne fonctionne pas. Ils seront 50, donc vous serez bien reçus, bien encadrés, et vous pourrez vous inscrire sur place. Et à ce moment-là, on vous distribuera le maillot collector qu'on a créé cette année avec notre graphiste pour cette belle marche bleue. Vous l'avez dit, l'association est aussi donatrice, puisque depuis 2016, ce sont plus de 34 000 euros qui ont été reversés à des porteurs de projets sous forme de bourses, notamment envers la jeunesse, vous l'avez précisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux quels sont les projets justement que vous soutenez financièrement? Alors, on va déjà parler en chiffres, puisque là, au mois de juin, je peux vous l'annoncer, on sera à 40 000 euros et on va distribuer là 6 000 euros, 4 bourses à 4 nouvelles personnes. On en est particulièrement fiers. On va aider 4 jeunes géographiquement situés aux 4 coins de la France, puisqu'il y a une musicienne bordelaise, il y a un écologiste, Nicolas Paradis est sur Lens, l'agglomération Lens-Tourcoing, et il y a un projet écologique de recyclage des déchets en restauration qui va être d'ailleurs obligatoire à la fin de l'année. On a aussi un jeune médecin, très le plus jeune, je pense que c'est un des plus jeunes qu'on a récompensé, c'est Rémi Hirschauer, qui est au Pôle Espoir de Reims et qui est à Metz Triathlon. Donc ça, c'est un beau clin d'œil avec le club de la SPTT. Et puis hors réseau, Marie Mathias, une jeune fille très dynamique, qui ressemble beaucoup à Marie dans les étincelles et sa façon d'être, c'est Laetitia Amadori, qui a lancé une pâtisserie sur un Gondange. Donc des projets très différents finalement, mais qui méritent de voir le jour. Ouais, très différents et beaucoup d'enthousiasme dans ces jeunes qui s'identifient à la famille des jeunes talents. Ils nous appellent des fois un peu leur famille et on en est très fiers. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Dans tous les cas, le site internet sera votre porte d'entrée pour trouver toutes les informations pratiques sur cet événement du dimanche 11 juin. Si vous ne participez pas à la marche bleue de ce dimanche, vous pouvez toujours faire un don via le site internet marieetmathias.fr. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et bonne marche. Merci beaucoup. Et notre image du jour est généreuse et signée Direct FM et Muse, le centre commercial, associé à la Mimée pour un grand concert gratuit sur le parvis du centre Pompidou-Metz. Direct FM et Muse organisé hier soir un grand gala au boulevard des Légendes au profit de l'Institut Gustave Roussy, centre de soins et de recherche dans le traitement du cancer. Lors du dîner de gala, une vente aux enchères a permis de récolter des fonds grâce à la générosité des acheteurs qui ont acquis des objets dédicacés, comme un album de Patrick Bruel, la casquette de l'humoriste Gad Elmaleh ou encore le maillot de l'attaquant messin Georges Mikotadze. Au total, la soirée a permis de collecter un peu plus de 38 000 euros entièrement reversés à Gustave Roussy.
Merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, je vous invite à suivre nos réseaux sociaux et à télécharger gratuitement notre application mobile. Dans un instant, retrouvez un nouveau face-à-face avec mon invité Joseph Silési, historien conférencier. Et dès 19h, ouvrez une nouvelle boîte à malice. Demain, retrouvez bien évidemment une nouvelle édition qui sera présentée par Jean Milon. Très belle soirée sur Moselle TV et à bientôt.